Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, merci de m'avoir invité et je tiens à remercier spécialement votre professeure Céline Chassan euh, pour l'extraordinaire boulot qu'elle a fait avant d'arriver ici avec ses étudiants sur les comparutions immédiates. Vous trouverez le résultat de ce travail sur le site du CGLPL. Vous tapez comparution immédiate et ils ont expliqué, rédigé. Ils sont allés aux audiences, elles d'ailleurs. Euh, Elles sont allées aux audiences et elles ont bah, raconté ce qu'elles avaient vu et ce que ça m'a fait d'autant plus, je ne vais pas dire plaisir parce que c'est bizarre comme mot parlant de ça, mais disons que ça m'a beaucoup touchée parce que moi, quand j'étais journaliste, j'allais tout le temps aux audiences de comparution immédiate pour raconter cette réalité de la justice euh, qui envoie tant de monde en prison, et à Nantes notamment, puisque on y était en juin, et qu'on a vu arriver la nuit des cohortes de gens qui venaient d'être condamnés et qui arrivaient assez tard dans des états, comme vous pouvez l'imaginer. Donc merci pour ça, merci beaucoup. C'est une très bonne question. La prison est-elle encore républicaine? Parce que ça tombe très bien juste après les hommages enflammés rendus à la mémoire de Robert Badinter, qui personnellement m'ont, comment dire, extrêmement énervée, mais mise en colère, quoi, enragée en fait. Parce que j'ai participé à certains de ces hommages, et notamment l'un à la Sorbonne, où j'ai entendu des très savants cours donnés par de hauts magistrats, par des profs de droit, sur les progrès extraordinaires qui avaient été faits grâce à Badinter dans les prisons. Ça a cité de la jurisprudence, il y a eu des cours de droit, c'était vraiment... on se disait, dis donc, ça doit être vraiment bien la prison en France pour qu'on en parle comme ça, et que tous ces progrès en droit, tous ces articles qui s'ajoutent les uns aux autres, ce code pénitentiaire, le droit du travail qui est rentré en prison, etc. etc. Et finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire après ça? Et finalement, je les ai engueulés, je peux dire. Parce que j'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte du gap énorme, de l'abîme qu'il y a entre ce que vous racontez, ces cours de droit, ces belles analyses juridiques, et la réalité? Est-ce que vous connaissez seulement la réalité? Est-ce que vous allez mettre votre nez dans les prisons, dans les centres de rétention, etc., et dans les hôpitaux psychiatriques qui étaient moins... le truc de Badinter, mais est-ce que vous allez voir comment c'est? Est-ce que vous réalisez que c'est à la fois pour les gens qui sont enfermés horrible, parce que plus rien au fond n'est accessible là-dedans, et c'est horrible pour puisqu'on parle des prisons, pour les détenus, c'est horrible aussi pour les surveillants, pour tout le personnel pénitentiaire qui est, comme les détenus, laissé totalement à l'abandon par l'État en raison je dirais, de considérations qui n'ont rien à voir avec le bien de la République, le bien de la cité, le bien de nos concitoyens, rien à voir avec le bien de la société, parce que est-ce qu'on imagine que quelqu'un qui a été enfermé à 4 dans une cellule de 9 mètres carrés, qui n'a pas eu accès aux soins, ou très peu, parce qu'il n'y a plus assez de surveillants pour amener les détenus aux soins, qui n'a pas eu, ou très peu, accès aux activités pour la même raison, et parce que plus croît la population carcérale, plus décroît le ratio de gens qui ont accès à ces activités en prison ou aux soins. Est-ce que vous savez, je leur ai demandé, que la promenade en maison d'arrêt, je parle des maisons d'arrêt, a été réduite
il y avait 2 promenades par jour. Maintenant, ça n'est plus qu'une promenade par jour. Que les gens sont souvent enfermés, les détenus, 22 heures sur 24 dans la cellule. Je précise dans la cellule parce qu'un jour, j'étais opposée à un débat avec un gars d'un parti, bref. Et c'est vrai qu'un peu comme une débile, je dis et vous vous rendez compte, ils sont enfermés 23 heures sur 24. Et il me répond, madame, en prison, c'est le but. J'ai dit oui, donc je rajoute en cellule, 23 heures sur 24 ou 22 heures sur 24. Le personnel est à bout de souffle. On voit des directions dégradées au bout de leur vie. Les détenus, les violences montent. Les violences entre détenus, les violences sur le personnel et les violences du personnel sur les détenus. D'ailleurs, les détenus vous le disent. Hein. Ils vous disent, vous savez, les surveillants, ils pètent souvent les plombs. Mais c'est normal, on est trop, ils deviennent dingues. Et d'ailleurs, on a fait analyser par les médecins des prisons les risques que courait le personnel, les risques psychosociaux, n'est-ce pas? Et justement, ce sont des risques forts de décompensation psychique, parce que rentrer tous les soirs chez soi en se disant « je fais mal mon boulot, je fais un boulot de merde, etc. » ça vous vrille un peu le cerveau. Quant aux détenus, ils sont à l'abandon complet parce que ça n'est que, quand j'entends les discours politiques, on n'est pas sorti de l'auberge parce que ce n'est que démagogie totale. On vous fait croire à la sécurité parce que plus on sera sévère, plus il y aura de sécurité. En fait, il n'y a jamais eu autant d'évasion. Bon, c'est peu importe. Hein. Il n'y a jamais eu autant, surtout, de morts. De morts, il y a des gens... Il y a eu, entre novembre 2024 et novembre 2025, 5 détenus qui sont morts, tués par leurs co-détenus dans leur cellule, alors qu'ils avaient appelé à l'aide, qu'ils avaient pleuré, qu'ils avaient supplié, qu'ils avaient dit « séparez-moi de ce détenu, il me fait peur, il me terrorise ». Et le malheur est arrivé au bout de plusieurs jours. Soit faute de temps, soit faute de je ne sais pas quoi. En tout cas, ils n'ont pas été entendus. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement à Nanterre, la prison de Nanterre, que Céline Chassan connaît bien, et moi aussi, qui est vraiment atroce. D'ailleurs, moi, pour vous dire, je vais vous donner une idée de mon âge, moi, je l'ai vu se construire quand j'étais éduque à la pénitentiaire, et je suis partie devenir journaliste, et on se disait, elle est construite au milieu des cités, c'est voilà. Il y a un détenu qui a refusé qu'on leur colle un 5e détenu dans la cellule. Il a dit non, 5, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les surveillants nous disent, moi je comprends les détenus, moi détenu, je refuserais de rentrer dans cette cellule. Eh bien, le détenu, il a eu un compte-rendu d'incident et il est parti au mitard, au cachot, quoi. Heureusement, il a un très bon avocat que j'ai eu au téléphone, qui m'a dit qu'il l'avait fait sortir de là aussitôt et qui déposait une plainte contre la prison pour mise en danger, pour je ne sais quoi, et conditions indignes de détention. Je demande pardon si je me tourne, j'ai l'impression d'être en garde à vue. C'est le soleil de Nantes hein, qui lui dit. Voilà. Donc, et ce jour-là, je me souviens, à cet hommage à Badinter qui m'a particulièrement exaspérée, j'ai fait comme ça et j'ai dit « Faites attention, poussez-vous, vous approchez pas trop de moi, parce que je suis en train de pulvériser sur vous tous les œufs de cafard et de punaises de lit et de crottes de rat que je rapporte de la prison dont je sors et qui en est bourrée. » Alors je fais une exception pour Nantes, qui est une prison surpeuplée, mais remarquablement propre. C'est très rare, je vous le dis. Voilà. De quoi, avec qui on remplit les prisons? Je ne sais pas, il faudrait que vous lisiez cette étude formidable du Secours catholique et de Emmaüs qui est sortie en 2022 et qui s'appelait « Prison, dernier barreau de l'échelle sociale » et qui montre que les prisons, mais comme c'était le cas depuis toujours, sont pleines de gens précaires. Je ne vais pas vous surprendre, j'imagine. Mais on enferme la précarité. Je sais que ça paraît facile à dire, mais enfin, il y a des statistiques. Et puis, moi, je suis en train de relire ce que je vous l'ai dit, vous
vos camarades vous l'ont dit, ma passion, avant de faire cette mission, qui est le truc le mieux que j'ai fait de ma vie, ma passion, c'était, ça paraît vicieux, hein, c'est les audiences de comparution immédiate. Je pense que c'est là un précipité, un résumé de tout ce qui a raté dans la société et un résumé de toute la manière dont la société peut exclure les plus pauvres d'entre nous, peut les traiter déjà à l'audience et puis après les envoyer en prison. Bon. Cette étude, elle vous montre que l'immense majorité des détenus viennent de milieux pauvres, précaires. Et comme j'étais en train de vous le dire, moi je suis en train de lire des tas de chroniques judiciaires qui remontent à 1900, puis je descends les années. Et c'était la même chose. Ça a toujours été la même chose. Alors aujourd'hui, on va vous dire, oui, je sais, il y a des élus de la République qui visitent les prisons et qui sortent en disant il y a trop d'étrangers, confondant ça, étrangers et français d'une autre origine que gauloise, disons, ce qui est un truc détestable, et qui disent il y a trop d'étrangers. Non, c'est pas étrangers, c'est trop de précaires. C'est plutôt ça, c'est toujours pareil. Il y a aussi le problème des gens qui souffrent de maladies psychiatriques. Vous savez qu'on les estime à 30 à 35% en prison. Que les gars qui ont été tués, dont je vous parlais tout à l'heure, l'ont été au moins 2 ou 3 d'entre eux par des gens qui étaient malades dans la tête. Et que ça vient encore des comparutions immédiates, je dirais, parce que j'espère que les magistrats qui sont là me contrediront ou apporteront de l'eau à mon moulin, peut-être. Hein. Parce que quand quelqu'un ne va pas bien et arrive en garde à vue, tout dépend de la façon dont il va être arrêté. Si le policier se dit « Oh là là, il est complètement allumé », il va l'emmener à l'hôpital psychiatrique. S'il se dit bah, « Il m'a l'air un peu allumé, mais ce n'est pas trop grave », il va l'envoyer en garde à vue. En garde à vue, ceux qui vont pas bien, disons, dont on voit qu'ils sont un peu fragiles, on les fait examiner par un psychiatre. C'est ce qu'on appelle l'examen psychiatrique de garde à vue. Il y a beaucoup de psychiatres, avec en tête Daniel Zaguri, là, le célèbre professeur Zaguri, qui, tous les 2-3 ans, ça le prend, il fait une tribune pour demander à ses confrères de ne plus aller faire ses simagrées et ses ersatz, disons, d'examen psychiatrique qui dure 5 à 10 minutes, pour lesquels je ne sais pas combien les psychiatres sont payés d'ailleurs, les psychiatres qui font ça. Et ce qui fait que déboulent à l'audience des gens qui sont dans des états pas possibles. Et d'ailleurs, j'ai souvent vu des magistrats gênés dire, écoutez monsieur, le médecin psychiatre de garde à vue dit que vous êtes tout à fait apte à comparaître. Là, on voit un mec complètement déjeté dans le box et il dit, et souvent ils disent, bah, écoutez, non, ça va pas du tout. Je vais ordonner une expertise, une véritable expertise psychiatrique. Seulement en attendant, c'est la prison, détention provisoire. Voilà. Et parfois, le juge se dit, bah, écoutez, il va pas si bien, il va pas, mais tant pis, qu'il aille donc en prison. Et là, c'est sans examen. Comme je vous l'ai dit, l'accès aux soins est très compliqué. Alors, dans le livre d'un célèbre prisonnier, j'ai lu dernièrement que... je vais vous dire un truc. Je ne veux pas me moquer de lui, parce qu'il est allé en prison. J'ai refusé toutes les interviews à son sujet, parce que je trouvais ça pas ma place et pas classe, etc. Mais il explique un truc qui montre quand même qu'il n'a pas tout capté. Hein. Il a mal à la jambe ou à l'hanche, je ne sais plus, un jour. Et il dit, mais il y a un truc qu'on a réussi en prison, c'est bien les soins. C'est formidable. J'ai eu mal à la hanche et 1 heure après, il y avait le kiné dans ma cellule. Et là, on a envie de dire, bah mec, ouais, mais bon,
Certes, mais les autres attendent 6 mois, 1 an, ou ne le voient jamais. Et donc, ça me paraît... c'est d'ailleurs assez distrayant à lire pour ça, pour l'aveuglement total. Mais à un moment, ce célèbre prisonnier dit quand même, je crois que je ne serai plus aussi caricatural dans mes prises de parole sur la prison, parce que c'est quand même pénible. Et alors que lui jouissait quand même, ce qui est normal, hein, il n'allait pas, je vous assure qu'il n'aurait pas tenu 2 secondes dans la cour de promenade. Et donc, voilà, ça a pu lui apporter... moi, je trouve qu'il devrait verser ses droits à l'OIP, mais bon. S'il m'entend. Voilà, j'en étais donc aux gens qui remplissent les prisons et qui, sans doute, ne devraient pas y être. Et j'attendais mieux de ce ministre de la Justice actuel, parce que, premièrement, il est très intelligent. Il a un regard lucide. Il dit il y a trop de monde en prison. La surpopulation, c'est épouvantable. Ça empêche toute réinsertion. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que aggraver les choses avec des lois, des mesures, des instructions, des circulaires qui entravent la vie normale de la prison. Par exemple, suppression des activités ludiques. Encore heureux que dites ludiques, hein, parce que faut voir ce que c'est que ludique. Je signale quand même qu'il y a des prisons qui ont supprimé les échecs à la suite de sa circulaire. Moi, j'ai jamais vu que les échecs étaient marrants. Personnellement, ça m'ennuie à crever. Donc, je vois pas en quoi c'est ludique. Le yoga, les médecins des prisons nous appelaient en nous disant qu'ils n'en pouvaient plus de remplir des certificats attestent qu'un tel doit suivre des cours de yoga thérapeutique. Il fallait toujours rajouter thérapeutique après toute activité pour les rendre supportables au nouveau règlement. Heureusement, le Conseil d'État est intervenu. Alors, il a supprimé le terme ludique, donc les activités aussi marrantes que les échecs peuvent reprendre. Le yoga, c'est moyen. Je crois que les médecins sont toujours obligés d'ajouter thérapeutique. Mais sont restés l'interdiction des activités provocantes pour les victimes. Je n'ai pas compris du tout ce que ça veut dire, puisque vous êtes étudiant en droit, plus intelligent, donc vous allez peut-être pouvoir analyser cette notion de provocante pour les victimes. Je ne sais pas. Ensuite, comment vous décrire, nous, ce qu'on voit quand on puisque nos équipes, mes équipes, les équipes du CGLPL partent à 5 équipes partent tous les mois, les 15 premiers jours du mois. On détermine à l'avance où on va aller. Alors, on se détermine selon est-ce qu'on a beaucoup de signalements? Est-ce qu'on a beaucoup de plaintes? Est-ce que partout où on va, là, par exemple, ça m'est arrivé d'être dans des colloques, des assemblées où on m'a dit tiens, tu devrais aller là, vous devriez aller là, là, là. Bon, parce que ci et ça. On reçoit beaucoup de courriers qui nous guident et beaucoup d'appels téléphoniques qui nous guident aussi. Tout le monde part au contrôle. Tout le monde, de la secrétaire à la directrice administrative, moi c'est normal, tout le monde part, et on part 15 jours par mois. Enfin, moi je ne pars pas 15 jours par mois, mais les équipes partent 15 jours par mois. Dans les lieux, donc on détermine, grâce au signalement, grâce à l'absence totale de signalement, où le silence est total, par exemple. On ne nous parle pas du tout de cet endroit. On n'en entend pas parler. Il faut qu'on se rappelle qu'il existe et que c'est bizarre qu'on n'en entende pas parler, donc on y va vérifier. Alors quand c'est, par exemple, si demain on partait à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, on partirait à, je pense, une vingtaine, on resterait les 15 jours. Voilà. À Nantes, moi, je suis restée presque une semaine, moins d'une semaine, parce que je devais repartir à Paris. Les autres sont restés. Quand on va, voilà, selon les endroits, la taille des endroits, on reste plus ou moins longtemps et on y va à plus ou moins.
On ne prévient pas. En tout cas, moi, je ne veux pas qu'on prévienne. Je veux que ce soit inopiné. On prévient que dans certains hôpitaux psychiatriques, qui sont tellement énormes que ce serait peut-être ajouté au désordre encore que de ne pas prévenir. Mais enfin, on prévient 3 jours avant ou 2 jours avant. Et en prison, on ne prévient pas. Et on arrive, on sonne. Alors pour moi, c'est presque exceptionnel de vivre ce moment où j'ai été... Parce que moi, quand j'étais journaliste, on ne m'a jamais autorisé à passer du temps en prison. On m'a parfois, parce que je demandais à passer longtemps, on m'a parfois convié à des visites groupées de journalistes que j'ai refusées parce que je trouve ça horrible de se balader à plusieurs dans les coursives. Bon, enfin bref, voilà, moi je sonne et je dis bonjour contrôle général et on m'ouvre. Et il y a une prison où j'ai compris que ça n'allait, que décidément c'était tout au début. Et le surveillant, dans sa guitoune, il me dit « Entrez, madame la contrôleure, on vous attendait depuis très longtemps. Entrez, vous allez voir, c'est une catastrophe là-dedans. » Et j'ai remarqué que le personnel était très content de nous voir, les détenus aussi, et ça m'a fait tilter que c'est pas normal. C'est pas normal que le personnel soit content de nous voir, hein, parce que normalement on est censé les emmerder et dire. Mais en fait, ils nous disent, et les directeurs nous disent, nous on a notre devoir de réserve, soyez nos porte-parole, dites que ça peut plus durer. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas. Alors c'est pas très flatteur parce que depuis que je suis arrivée, disons que c'est un triomphe. Il n'y a jamais eu autant de prisonniers. Déjà, quand je suis arrivée, il y en avait énormément. Et là, ça n'a cessé de monter. Comme l'a dit un des... Je vous le dirai après. Mais c'est absolument... Il y a 5000 détenus de plus par an. Alors, ce n'est pas qu'il y a plus d'entrées, on a calculé, c'est que les peines se sont allongées. On est passé de 8,1 mois à 11,5 mois, ce qui paraît pas beaucoup comme ça, mais si vous êtes mathématicien, il paraît que c'est énorme comme gap. Et voilà. Alors, en 2017, Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison. Ça faisait rigoler absolument tout le milieu judiciaire et pénitentiaire et journalistique, parce que tout le monde savait que c'était impossible. On a bien vu que c'était impossible. Nous, on n'est pas pour construire des prisons, au contraire, on est pour les vider. Mais il avait promis ça. On est en fait à 4200 places nettes en 10 ans. Et pour vous donner une idée, Éric Dupond-Moretti, qui était garde des Sceaux en 2021, a inauguré la prison de Mulhouse-Lutterbach en 2021, décembre, qui avait été promise par Michel Alliot-Marie, garde des Sceaux, en 2008. Donc, je pense qu'on a le temps. L'actuel garde des Sceaux avait trouvé un truc. Il avait dit qu'il construirait des modulaires, qu'il apporterait des modulaires. Les modulaires, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas des Algeco. Ce sont des trucs en béton, mais qui sont assemblés en usine. Et donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de fondations. Ils arrivent par camion et on les pose des petites fondations. Je l'ai visité en Allemagne, c'est exactement comme une prison, comme un bâtiment de prison normal. En Allemagne, ou par parenthèse, il y a 20 millions d'habitants de plus que chez nous et 15 à 20 000 détenus de moins, où les détenus sont un par cellule. Quand une prison arrive à 90% en Allemagne d'occupation, elle se déclare suroccupée, plus personne n'entre si quelqu'un ne sort pas. Ici, nous, on visite des lieux surpeuplés, comme à Nantes, à 200, 210%, 250%, voire 300%. Je ne sais pas si vous voyez, il faut d'ailleurs, souvent je le dis aux magistrats, il faudrait qu'ils aillent plus en prison, voir où ils envoient tant de monde. Peut-être qu'ils en enverraient moins en voyant ce que nous, on voit, à savoir, c'est pas la première fois qu'on vous ouvre une cellule dans laquelle il y a, je dis 4 hommes parce que des femmes, d'ailleurs, je dis souvent, nous les femmes, on est très mal récompensées parce qu'on représente 3,6% de la population carcérale, mais on est tout aussi entassés
est disséminée dans toute la France, parce que comme les femmes sont beaucoup moins, parce que rien n'explique cet abîme entre les femmes et les hommes sur le plan de la délinquance. Sauf que les femmes se tiennent mieux, peut-être. Hein, je ne veux pas m'avancer trop, mais enfin, je pense qu'il y a de ça. Parce qu'il y a eu des tas de chercheurs et chercheuses qui ont tenté de faire le point. On nous a dit les juges sont plus cléments avec les femmes, je sais pas quoi. Rien ne l'explique, en fait, parce que c'est énorme, la différence. Bon, en tout cas, les femmes sont... Comme il y a peu de prisons pour femmes et peu de quartiers pour femmes, elles sont disséminées dans toute la France et tout aussi entassées dans les maisons d'arrêt ou les quartiers maisons d'arrêt. Pourquoi je vous parlais de ça? Il faut que je me retrouve. Sinon, oui, il n'y a jamais eu autant de prisonniers. On est à 87 500. Il y a 6 000 et des poussières matelas au sol. Il faut savoir ce que c'est que d'être sur un matelas au sol. C'est dormir sur un matelas de mousse, par terre. Par terre, ça veut dire au milieu des cafards et des punaises de lit. Ça veut dire souvent se boucher les oreilles et le nez avec du papier toilette pour pas que les bestioles y entrent. Ça veut dire pendant la nuit, quand un autre détenu veut aller aux toilettes. Vous savez que dans la plupart, beaucoup de cellules n'ont pas de mur qui sépare les toilettes du reste de la cellule. C'est entendre quelqu'un marcher près de vous, s'installer comme ça au-dessus de votre tête et pisser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans le podcast qu'on a fait et que je vous recommande, qui s'appelle Les Enfermés, que vous trouverez sur notre site, qui est magnifique. Hein. Il y a un gars qui explique ce que ça lui a fait la première fois que ça lui est arrivé, et les fois d'après d'ailleurs. Il faut savoir aussi que, par exemple, il y a des détenus qui, pour cette raison de toilette devant les autres, se retiennent. Donc ils vous racontent ça. Je me retiens le plus que je peux. D'autres qui vous disent qu'ils mangent le moins pour évacuer moins. Et d'autres encore qui vous disent qu'ils attendent que les autres aillent en promenade pour pouvoir aller tranquillement aux toilettes. Je pense que cet exemple, il dit beaucoup de l'indignité dans laquelle on laisse vivre les gens. Je crois que, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça maintenant? Vous qui êtes étudiant, ou qui, en tout cas, si vous êtes là, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse. Moi, je n'ai pas la personnalité morale, juridique qui me permette d'aller devant les tribunaux attaquer l'État. Vu que je suis un morceau de l'État, je crois que c'est pour ça. Bon, enfin, bref. Donc, c'est un peu hypocrite. On confie nos rapports aux associations comme l'OIP, l'Ordre des avocats, la Ligue des droits de l'homme, les associations d'avocats qui défendent les détenus. Et on leur dit, portez ce dossier pour nous, ce rapport pour nous, notre rapport, devant les tribunaux administratifs, puisque c'est là... Alors, vous savez que la Cour européenne ayant énormément condamné la France pour ses conditions indignes de détention, pour sa surpopulation systémique, tiens, je vous invite, encore une fois, puisque vous aimez le droit, sinon vous ne seriez pas là, à lire la réponse qu'ose faire l'État français au Conseil de l'Europe et à la Cour européenne sur la surpopulation carcérale et les remèdes qu'elle y apporte. C'est... Pour vous qui êtes étudiant, je pense que c'est très intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé de lire ça. C'est un tissu de mensonges éhontés. Je vous le dis, vous verrez. Vous verrez, vous lirez tous les efforts énormes que fait l'État français. C'est à peine croyable. Surtout quand on voit le résultat. En tout cas, voilà, ils répondent, et on sera recondamné jusqu'au bout. Donc, ces associations, ces avocats, et puis les bâtonniers, depuis qu'ils ont le droit de visite, nous aident beaucoup, et eux aussi portent
leurs propres rapports et les nôtres devant les tribunaux administratifs, puisque c'est là qu'on doit aller sur l'indignité des conditions de détention, malgré l'article 803.8 du Code de procédure qui avait été présenté comme le remède à la surpopulation, le remède judiciaire et non plus administratif pour les détenus de se battre, de faire valoir devant les tribunaux judiciaires leurs conditions indignes de détention. C'est des recours qui ne marchent pas du tout. Mais alors, pas du tout. D'abord, on peine à en connaître le nombre. Il n'y a qu'à Nouméa que ça marche un peu. Ça fait loin. Autrement, ailleurs, c'est rejeté pratiquement systématiquement. Franchement, il n'y a presque aucune chance d'être libéré au nom des conditions indignes de détention par un juge judiciaire. Les conditions demandées sont telles que... Et puis, j'imagine aussi que les magistrats vont reculer avant de libérer un tel ou un tel, je pense. Et puis, la mesure phare de cet article 803.8, c'est le transfert. Et de cela, les détenus ne veulent à aucun prix parce que, en général, ils sont dans des prisons qui sont près de leurs proches et sinon, ils peuvent demander le rapprochement. Et le transfert, ça veut dire être envoyé plus loin. Et puis, il y a une autre question qui se pose. Que va devenir la cellule jugée indigne? Est-ce qu'un autre détenu va y être réaffecté? Et donc, tout a été fait, en fait, dans la rédaction de cet article pour qu'il ne marche pas. Donc, devant les tribunaux administratifs, c'est en référé. Et là, disons qu'on n'a pas... on a eu une année où l'État a été pas mal condamné. C'est 2023. 2024, je ne sais pas pourquoi, à peu près tous les recours ont été envoyés boulés, au motif que, par exemple, vous allez dire que je suis obsédée par les toilettes, mais pas du tout, hein, mais qu'il y a un muret, qu'il n'y ait pas de muret qui sépare les toilettes du reste de la cellule, ça me paraît quand même une chose assez attentatoire à la dignité. Donc, eh bien, même ça, c'était renvoyé au fond. Aller au fond. Le fond, c'est 3 ans. Faut attendre. Ben non. Et puis, il y a des décisions extrêmement contradictoires. Par exemple, Perpignan, qui est une des plus horribles prisons que j'ai vues en termes de... mais qui a fait des progrès depuis notre passage. Eh bien, le tribunal, je crois que c'est Pau. Ça se peut. Bon, enfin, c'est pas grave. Le TA a condamné l'État à faire énormément de travaux et il y a eu pas mal de progrès faits dans cette prison. De même qu'on a installé dans les coursives des congélateurs grands pour que les détenus puissent déposer leurs vêtements, leurs draps, leurs couvertures, parce que c'est une prison où les détenus sont dévorés par les punaises de lit. Quand vous rentrez dans leur cellule, ils vous disent « Asseyez-vous, madame ». Puis ils vous disent « Non, non, vous asseyez surtout pas, regardez-nous ». C'est une prison aussi où il y a un auxiliaire. Vous savez ce que c'est un auxiliaire? Ce qu'on appelle aussi un auxi, c'est un détenu qui travaille pour les services généraux de la prison. Et c'était un auxi qui avait beaucoup d'humour, que j'ai vu. Il poussait sa benne, sa benne poubelle, quoi. Il avait marqué Oxypus, qu'il avait écrit qu'il avait peint dessus, de la Oxypus de la prison aux 1000 punaises. Et il passait dans les coursives. Les punaises, leurs nids sont souvent en hauteur, au plafond. Donc il y avait des bacs d'eau, des bacs à eau, plein la coursive. Et tout à coup, on entendait ploc, ploc. C'était les punaises qui tombaient, l'oxypus qui les ramassait. Je vous assure que ça fait drôle. Hein. Le tout donnant sur des baies vitrées où il y avait eau comme ça de fientes de goélands et de chats errants. Bon. Ça s'est un peu arrangé depuis, mais j'y suis pas. On va y retourner là.
puisque quand on voit des cas particulièrement graves, on y retourne dans les 2 ou 3 ans suivants pour voir les progrès qui ont été accomplis. Donc je disais, on a des décisions des tribunaux administratifs qui vont un peu dans tous les sens. Alors j'ai appris en allant voir le vice-président du Conseil d'État à ce sujet en disant, écoutez, quand même c'est incohérent vos trucs. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de jurisprudence en matière de référé, mais je ne trouve pas que c'est une réponse tellement satisfaisante. Et devant le Conseil d'État, par exemple, une mesure qui avait été ordonnée pour la prison de Tarbes a été la seule mesure qui avait été ordonnée, a été balayée par le conseiller d'État qui en a jugé quelques mois après, au motif que c'était structurel. J'ai trouvé que c'était une honte. Et je trouve que c'est trop facile d'être dans son fauteuil au Conseil d'État ou au TA. D'ailleurs, le juge administratif de Perpignan, il est allé voir, lui, la prison de Perpignan, et je pense que ça a dû lui faire un petit choc vu sa décision. Et je trouve que c'est trop facile finalement, avec le recul, ça me rappelle les hommages à Badinter. Voilà, c'est la loi. Oui, c'est la loi d'un côté, mais la loi, tout le monde sait qu'elle peut s'interpréter, la loi. Quand j'étais étudiante en droit, on me disait quand la cour de casse veut casser, elle casse. Quand elle ne veut pas casser, elle casse pas. Le doyen Carbonnier, il disait droit, flexible, droit. Je pense qu'il y a des tas de moyens d'arriver à améliorer les choses en droit, sans se livrer à ces simagrées juridiques. Pour moi, je trouve ça honteux. Les matelas, je vous en ai parlé. Les bestioles, je vous en ai parlé. Avec quoi je pourrais vous distraire maintenant? Je prends mes notes. Les comparutions immédiates aussi. Oui. Comme je ne savais plus à quel saint me vouer, si je peux dire que je me voue à des saints, pas du tout. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a formé un groupe de travail au contrôle général avec les syndicats de magistrats, de médecins, les syndicats pénitentiaires, les syndicats d'avocats, etc. et les associations qui œuvrent en prison. C'est là que j'ai vu Force ouvrière direction bavarder avec l'OIP. Eh bien, ça fait chaud au cœur. Donc, on organisait des journées de réflexion sur la surpopulation. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a débuté ce groupe en 2022 et c'est seulement en 2025 qu'à force de pousser, de crier, d'appeler, d'insister, on a été reçu à l'Assemblée nationale par la Commission des lois le 2 juillet 2025. Il y avait 6 porte-paroles et moi. Les 6 porte-paroles représentaient tout le monde et c'est là que le directeur qui représentait tout le monde, mais qui appartient au syndicat FO pénitentiaire, a dit on prend 5 000 détenus de plus par an. Ça n'est pas normal. C'est une bombe et on vous aura prévenu. Il a dit ça à la commission des lois, aux députés de la commission des lois. En tout cas, on a dû être assez convaincants. Parce qu'à la fin de notre audition, le président de la commission des lois a dit écoutez, vous m'avez convaincu justement, je vais présenter une proposition de loi à l'automne. L'automne, c'était septembre, octobre, non? Dernier. Bon, c'est au même moment où le garde des Sceaux voulait présenter sa loi dite sûre, qui finalement ne sera pas présentée. Il n'y aura qu'une partie présentée, c'est sur l'audiencement, des affaires criminelles et le plaidé coupable pour certains crimes, dont le viol et agression sexuelle. Voilà. Autrement, moi, je suis très contente que sa loi ne soit pas présentée parce que elle allait encore empirer les choses si possible. Mais en attendant, nous, on attend toujours notre proposition de loi. Alors, le président de la commission des lois m'a dit qu'il allait réfléchir à savoir s'il allait la présenter avec, en même temps que le projet de loi du garde des Sceaux ou plus tard.
Et j'avoue que nous sommes rentrés en période électorale, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire pour l'intelligence, il n'y a pas pire pour les mesures, comment je pourrais dire, humaines, les mesures normales, les mesures, je ne sais pas, qu'on peut attendre d'une démocratie. Il n'y a pas pire. Je sais qu'on est rentré dans 2 ans de démagogie totale et que je vais quitter mes fonctions le 15 octobre sans voir la régulation carcérale. Vous voyez ce que c'est la régulation carcérale? C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de détenus que de places, qui semble quand même la moindre des choses dans un pays normal. Et surtout, vous savez que dans la loi, il y a la prison est là pour punir. Ok, on a fauté, on a commis des infractions, les actes ont des conséquences, qu'on en réponde, mais de façon normale, parce que la loi prévoit aussi dans 2 articles du code que la réinsertion doit être préparée dès la prison, dès qu'on est en prison, que la préparation à la sortie est très importante et qu'il faut faire en sorte que les détenus réintègrent la société de la façon la plus calme possible et qu'ils la réintègrent dans un état normal avec un espoir, quelque chose. Voyez, et en fait, on demande à la prison de réparer ou de soigner ou de je ne sais pas comment dire tout ce qui a raté depuis le début de la vie. Et c'est assez... moi, ça me rend dingue, à vrai dire. Quand on voit l'état de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, quand on voit dans quelles conditions. Je suis allée à un colloque de juges des enfants et des avocats d'enfants. Les juges ont dit, on passe notre vie à trahir ces gosses. On leur dit, t'en fais pas, je suis là maintenant. Tu vas être enlevé là où tu souffres. Tu vas plus être maltraité. Je prends la décision. En fait, ces décisions, elles mettent souvent 1 an, voire 18 mois à être exécutées. Il y en a 4500 qui traînent, qui sont toujours encore à exécuter. Et il s'agit d'enfants. C'est pas... qui sont envoyés dans des foyers ou dans des familles d'accueil qui ne sont pas contrôlées, peu contrôlées, et qui les maltraitent à leur tour. Donc, je trouve c'est absolument immonde. C'est presque criminel de la part de l'État, je pense, de se laisser aller, se laisser faire. On entend beaucoup sur le scandale des peines d'exécuter en France, les peines de prison, mais vous avez entendu déjà un garde des Sceaux hurler parce qu'il y avait environ 5000 décisions de juges des enfants prononçant soit des assistances éducatives, soit des placements d'urgence, enfin peut-être pas d'urgence, soit des placements d'urgence aussi d'ailleurs. Vous avez déjà entendu un responsable politique hurler là-dessus. Oui, il y a Isabelle Santiago, la députée, qui a fait une commission d'enquête sur les fautes de l'aide sociale, les failles de l'aide sociale à l'enfance. Il y a une autre députée qui s'appelle Perrine Goulet, qui, elle, est une ancienne de la DAS, l'ancienne ASE, qui, elle, s'en préoccupe. Mais par exemple, quand je suis allée voir des tas de députés avec d'autres avis sur l'enseignement aux enfants enfermés, 5 fois moins d'heures de cours que leurs copains de dehors, c'est d'une inintelligence absolue. Tous les députés m'ont reçu la main sur le cœur en me disant « Ah oui, madame, c'est très grave. Ah oui. Ah ben, on va faire quelque chose. Tu parles. J'en ai plus jamais entendu parler. » C'est pour ça que je vous le répète, parce que je trouve ça... c'est moche, quoi. C'est vraiment... c'est bas. C'est bassement politicien. Ça n'intéresse pas, donc on s'en fiche. Voilà. Ces enfants-là, j'en ai vu à la prison de la Valentine près de Marseille, et c'est la première fois
en 5 ans d'exercice que je me suis dit, tu vas te mettre à pleurer ou quoi? Parce que voir des gosses, il n'y avait plus de surveillants, un absentéisme de 40%. Ceux qui restaient, ils couraient comme des dingues partout. Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, j'ai demandé où ils sont. On m'a dit en télétravail. J'ai dit en télétravail en tôle, c'est un concept qu'il faudra m'expliquer. Ils rédigent leur rapport. J'ai dit, il y a peut-être plus urgent. Hein. Voilà. Donc j'étais hors de moi. On était tous hors de nous. J'ai jamais vu des gosses laissés dans cet état. Alors eux, c'était 23 heures sur 24 en cellule. Pas de sport parce qu'il n'y avait pas assez de surveillants pour les emmener. Pas de ci, pas de ça, pas d'activité. Rien. 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 Il y a un gosse qui m'a dit, un gosse de 16 ans, il avait fugué 52 fois pour retrouver sa mère. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal à 7 ans, madame, pour qu'on m'enlève mes parents? Certainement que ce n'est pas lui qui avait fait quelque chose de mal. Hein. Mais de même, j'ai lu, on dirait qu'on fait exprès de les casser encore plus. J'ai lu l'histoire dans le journal de ce gamin de 14 ans que vous avez peut-être vu qui, à Marseille, a tué un chauffeur de VTC, en plus, sur ordre de la DZ Mafia, en plus en se gourant de cible et en tuant un mec qui n'avait rien à voir. Sa vie, c'est ça. C'est avec une mère qui le frappait, qui était défoncée H24, placée au hasard, au bonheur, au petit bonheur, la chance, là où il s'est encore fait tabasser. Un jour, il y a sa tante qui a dit, moi je le prends. Là, il était heureux chez sa tante. Il était heureux, mais sans doute trop parce qu'on l'a retiré pour le mettre dans un foyer, etc. Qu'une vie en dents de scie, faite de ruptures, Et du coup, il y a plein de ces gosses qui sont même plus accessibles quand vous voulez leur parler. Il y en a qui n'arrivent pas à vous parler, pas à dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et j'ai parlé avec des éducateurs de centres éducatifs fermés et qui m'ont dit, mais tu sais, ces gosses-là, on nous dit, on les amène, on nous dit, on est ciblés, nous on est fléchés, psychiatrie, gosses qui sont malades, souffrant de troubles, psy. Et il me dit, tu verrais en 3 semaines, en fait, ils souffrent de carences éducatives, de carences affectives. Et quand on en prend soin, tu vas voir qu'ils se mettent à parler, que ça va beaucoup mieux et qu'ils ne sont pas fous du tout. Et après toutes ces vies chaotiques, quand ils arrivent en prison, on demande à la prison, à 4 par cellule, de réparer quelque chose que personne n'a su faire. Ni la famille, ni les parents, ni les éducateurs, ni les foyers, ni la justice, rien. Donc, je trouve que ce n'est pas juste ce qu'on met sur le dos de la prison. Et maintenant, je crois que, je ne sais pas si j'ai oublié des trucs, mais peut-être qu'on pourrait passer aux questions parce que je vais commencer à vous saouler, je crois. La parole est à la salle. Vous l'aurez compris, la prison républicaine, pardon, il n'y a pas, et je ne pense pas qu'on en sorte, je ne pense pas que les détenus en sortent en criant liberté, égalité, fraternité. Hein. Bien que je pense que la fraternité, c'est ce qui nous reste. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais juste vous interroger sur les nouveaux établissements pour les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants avec des prisons ultra sécurisées qui font penser un peu aux quartiers haute sécurité qu'on a pu avoir dans les années 70. Si vous avez pu éventuellement, c'est assez récent, avoir des visites ou alors des retours sur leur impact sur les conditions de détention et la dignité des personnes. Alors, il s'est passé un truc assez étrange, c'est qu'on est allé dans les 2 QLCO, ça s'appelle Quartier de lutte contre la criminalité organisée, juste avant qu'ils deviennent des QLCO, Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil. Là, on est retourné, on s'est dit, quand c'est devenu des QLCO, on s'est dit, on va attendre un peu avant d'y aller pour voir. Donc, j'y étais quand
le mois dernier, je crois, ou le mois d'avant. Et à Vendin, le Vieil. Alors, tous les détenus vous disent, heureusement que je ne suis pas à Condé. Alors, je ne sais pas quoi vous... On ira à Condé, c'est sûr. C'est des quartiers de haute sécurité qui, en fait, ont été abolis. C'est sûr qu'ils ont été abolis, mais avaient été remplacés quand même par les quartiers d'isolement et par les quartiers disciplinaires. Donc, ça demeurait quand même, on peut dire. Là, c'est des tas de quartiers d'isolement. Alors, j'ai vu des détenus, d'abord, assez... qui ont, disons... ça me gêne de... Enfin, normalement, je n'ai pas à raconter ça parce que tant que le rapport n'est pas fait, mais je vous le dis, ils sont super intelligents. Et parfois très marrants. Alors qu'ils ne sont pas marrants du tout parce que c'est quand même, comme m'a dit le directeur, mes détenus, c'est des chefs d'entreprise. Hein. Vous ne vous trompez pas. Et non, je ne me suis pas trompée. C'est vrai qu'ils me disent pourquoi cette ordure de Salah Abdeslam, il a le droit de toucher sa femme et pas moi? Moi, pourquoi je n'ai pas le droit de toucher ma femme? Parce qu'on a remis des hygiaphones au parloir. Seuls les enfants de moins de 16 ans ont le droit de passer du côté de leur père, mais la mère reste de l'autre côté de l'hygiaphone. Donc les gosses pleurent. Qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Pourquoi elle n'est pas avec nous? Évidemment, il n'y a pas d'unité de vie familiale, c'est-à-dire de petits appartements où on peut se retrouver pour passer 1 ou 2 jours en famille. Oui, c'est un régime très, très dur. Très, très dur. Alors, ils sont 1 par cellule. C'est nickel. Je pense que les détenus, ils vivent par groupe de 5. Parce que je crois que tout le monde s'est rendu compte que c'était impossible, l'isolement total. D'abord, l'isolement total, ça laisse des séquelles qui risquent d'être épouvantables. Hein. L'isolement total, c'est pas possible de vivre isolé. Donc, il y a des groupes de 5 qui se retrouvent pour la promenade et pour les jeux de société. 2 fois par jour. Bon. Et il faut reconnaître que par la fenêtre, comme dans toute tôle, tout le monde caquette comme des poules par la fenêtre. Et tout le monde se parle. Alors voilà. Mais c'est un régime très très dur. Et je ne sais pas ce qui nous attend quand on ira à Condé, vu que et les surveillants et les détenus nous ont tous dit, heureusement, ici, c'est pas Condé. Et Condé, quand on y était allé, pas moi, mais mes collègues, ils m'ont raconté un truc que j'ai trouvé horrible. C'est des gamins, des petites filles, qui apportaient à la prison leurs couffins avec leurs poupées, des petits couffins, et qui après reproduisaient sur leurs poupées les gestes de fouille qu'ils avaient vu opérer sur leurs petits frères ou sœurs, les bébés, par les surveillants qui fouillent même les couches. Et ils reproduisaient, paraît-il, ces gestes de fouille comme un jeu, comme... ça m'avait un peu refroidi. Je ne sais pas comment dire, mais ça refroidit. Hein. Voilà, donc... que vous dire, il n'y a pour le moment aucun portable à Vendin. Et je pense que ce sera compliqué de les faire rentrer, mais bon, on verra. Moi, ce n'est pas ça qui me fait peur. C'est le régime d'isolement. Que ces gens-là n'aient pas de portable, franchement, je ne vais pas m'en émouvoir. Non, je dis ça parce que c'est illégal le portable en prison, mais tous les détenus ont des portables. Voilà. Et du shit, j'ai oublié d'en parler. Parce que très souvent, je suis rentrée dans des cellules et je me suis dit, je vais sortir défoncée. Et les détenus qui disaient, oh madame, excusez-nous,
Pardon. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Jean-Sébastien Leblanc, visiteur de prison, fonctionnaire territorial et visiteur de prison. Je viens accompagné d'un certain nombre de visiteurs de prison au sein de l'association La NVP. Peut-être que les collègues peuvent se lever, peut-être, pour montrer le nombre ou lever la main au moins. Voilà, où on est venu. Bonjour. Nous sommes venus en force, comme disent les jeunes. Moi, j'avais plusieurs questions, et notamment, je voulais souligner le fait que la prison n'est peut-être pas encore républicaine, mais que par certaines actions, notamment via les visiteurs de prison, on peut essayer encore de faire en sorte qu'elle reste républicaine. Vous avez tout à fait raison. Et de même, j'ai oublié de le dire, il se passe de belles choses en prison. Et de gens qui donnent leur enthousiasme, leur savoir, leur... voilà, c'est vrai. J'avais quand même quelques questions, dont je vous conseille peut-être de les prendre en note. Mais enfin, voilà, c'est comme vous voulez. Et vous êtes prof de profession? Souvent, pas du tout. Souvent, on me dit que j'ai un caractère professoral. Non, c'était pour... Voilà, j'ai plein de questions qui me sont venues suite à votre intervention brillante. Notamment, combien vous êtes de personnes au sein de la CGLPL à pouvoir intervenir sur le territoire? 60, je vous ai dit. 60, autant pour moi. C'est quelque chose qui m'a échappé. On a bien compris que votre pouvoir de contrainte n'était pas... Il était là, mais est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus, votre pouvoir au sein de cette autorité administrative indépendante non, allez-y, ce sera peut-être plus facile. Non, ce sera peut-être plus facile que vous répondiez au fur et à mesure. Pour vous que c'est plus facile, peut-être pour moi c'est plus facile. Mais allez-y. Qui vous nomme précisément? Pour combien de temps? Et enfin, vous parliez de régulation carcérale. Je pense qu'il y a peut-être des choses à voir au niveau européen. Il me semble, d'après ce que j'ai lu dans différents articles de journaux, en Allemagne, peut-être en Belgique et aussi aux Pays-Bas, il y a des choses qui semblent intéressantes sur cette politique de régulation carcérale. Et j'aurais voulu avoir votre avis. Nous aurions voulu avoir votre avis à ce sujet. Je vous remercie à l'avance. D'accord, merci monsieur. Alors, on est combien? On est une soixantaine. 30 permanents et à peu près autant de vacataires. Tous, j'aurais pas dû en parler avant de venir parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, je crois. Il y a des directeurs de prison, des avocats, des magistrats administratifs ou judiciaires, des directeurs protection judiciaire de la jeunesse, un photographe, deux journalistes, dont moi. On a, qu'est-ce que j'oublie, des médecins, une équipe de juristes qui répond aux courriers, rédige des avis, fait des analyses juridiques, direction des affaires juridiques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde part au contrôle, depuis l'assistante qui répond au téléphone jusqu'à moi ou au secrétaire général. Tout le monde part. Comme je vous ai dit, on part... ça, je vous l'ai déjà dit, 15 jours par mois, les premières quinzaines du mois. Qui m'a nommé? C'est le président de la République. Et à ma stupéfaction, d'ailleurs, parce que moi, je n'avais absolument pas candidaté. Et d'ailleurs, j'étais assez ridicule parce qu'il y a eu un battement de 3 mois entre la fin du mandat de ma prédécesseuse Adeline Hazan et la nomination d'un nouveau contrôleur. Et moi, dans le journal, j'arrêtais pas d'écrire « C'est une honte, il n'y a pas de contrôleur général ». Quand j'ai été nommée, je me suis dit « Mais j'ai l'air de quoi ?» mais je n'avais pas candidaté, c'est vrai. Alors, on est nommé par le président de la République pour 6 ans, un mandat non révocable, mais non renouvelable, ce qui évite de vouloir plaire. Moi, je ne cherche pas à plaire à quiconque. Mais cette nomination est confirmée par le Parlement. Alors j'ai passé 1h30 devant la commission des lois du Sénat, puis 1h30 devant la commission des lois de l'Assemblée à répondre aux questions, et ce n'était pas une partie de plaisir. Parce que je venais du Canard et j'avais un passé, quoi. Je ne sais pas qu'il y en avait, je les avais un peu allumés, donc bon. Et j'ai été élue avec 22 pour, 18 contre.
j'ai repris le métro avec un député qui m'a dit Eh, vous avez vu, c'est pas tunisien comme, ni soviétique comme score. Hein. Je dis oui, peut-être, mais c'est fait. Ensuite, la régulation carcérale. Donc, vous avez compris, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de détenus que de places. Alors, en Belgique, c'est à peu près comme chez nous, en pire. Moi, le directeur, l'autre jour, m'a dit, quand je suis allée en Belgique, il m'a dit fais gaffe, marche au milieu de la coursive, ne t'approche pas des bords, parce que les bestioles vont te sauter dessus. À un moment, la Belgique louait des cellules aux Pays-Bas qui, eux, transforment leur prison en cinéma. C'est dire qu'ils ont mis en route la régulation carcérale, comme l'a fait l'Italie, comme l'a fait l'Espagne, comme l'a fait l'Allemagne. Nous, on est le plus mauvais élève de l'Europe, je crois, derrière la Turquie et Chypre. Truc de ce genre. Donc, c'est des expériences effectivement très intéressantes et dont je ne comprends pas, sauf la lâcheté politique. Parce que ce qui m'est dit chaque fois que je parle de cette régulation carcérale et de cette prison infirme, finalement, qui joue pas son rôle de punition, oui, ça triplement, 10 fois trop, mais qui joue pas son rôle de réinsertion. Et comme je vous le disais, comme j'ai oublié de le dire, c'est tellement dommage parce qu'il y a des gens qui donnent tellement d'énergie à la prison, qui donnent tellement de leur savoir, de tout. Il y a des profs, il y a des artistes, il y a des journalistes, il y a des bibliothécaires, il y a des intellectuels ou pas des intellectuels, il y a des profs de sport, il y a des sportifs, il y a des avocats. Moi, je vais souvent, par exemple, à des concours d'éloquence en prison. Les détenus ont été formés à parler en public et à plaider, mais c'est sensationnel. Et tout ça est malheureusement obéré parce qu'il y a trop de monde et que tout le monde n'a pas accès à ça. Donc, je ne sais pas pour nous. En Allemagne, je leur ai dit, mais comment vous faites ? Ils m'ont dit, chez nous, ce n'est pas un sujet politique. Ben, j'ai dit, vous avez super de la chance parce que chez nous, c'est le contraire. Et ils m'ont dit, et puis nous, vu notre passé, on a beaucoup réfléchi sur la dignité humaine et on l'a mise en numéro 1, l'article 1 de la Constitution. Et donc, ils font plus attention que nous à ce respect. Et nous, je ne sais pas comment certains responsables politiques peuvent encore se regarder sans se dire mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Voilà, j'ai répondu. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir si vous aviez eu connaissance de la suppression de la possibilité de voter par correspondance en prison. Est-ce que vous pouviez nous en dire ? Et puis, si vous aviez visité un CRA, est-ce que vous pouviez nous en dire aussi ? Un centre de rétention administrative. Oui, oui. Alors, un centre de rétention administrative, je n'en ai pas visité qu'un, j'en ai visité beaucoup. Je vous surprendrai pas parce que vous m'avez l'air de connaître en vous disant que c'est de plus en plus carcéral, que les CRAS sont gardés par des policiers dont c'est absolument pas le métier, qui ne savent absolument pas garder les gens. C'est un métier de surveillant, mais comme on n'a pas le droit de mettre des surveillants dans les CRA, puisque les gens ils sont par une fiction juridique soi-disant simplement retenus et libres et non enfermés et captifs. Il y a énormément de violence dans les CRA, surtout depuis que la politique a changé et qu'on y incarcère de plus en plus de sortants de prison ou de ce qu'on appelle top, troubles à l'ordre public. Donc déjà, les policiers ont peur des retenus, de ce que j'ai vu. Ensuite, les retenus ont peur des retenus. Et dans les zones de vie, ce qu'on appelle les zones de vie, c'est-à-dire les endroits communs, les chambres, les salles de communes, quoi, où il y a les soi-disant distractions. Quand le CPT est venu déposer son bilan de ses visites en France, il y a un mois, je crois,
il y a quelqu'un du ministère de l'Intérieur qui a dit il y a un coach sportif dans chaque CRA pour entraîner les retenus. Alors j'ai dit écoutez, certes, le CPT n'a vu qu'un CRA, mais moi je peux vous dire qu'on les a tous vus et plusieurs fois, et j'ai rarement rencontré un coach sportif, peut-être une fois par semaine dans un CRA, mais franchement, bon. Donc, dans les zones de vie qui comprennent les sanitaires et les chambres, etc., nous, on les appelle zones de peur, tellement les gens ont peur là-dedans. Il y en a qui tirent leurs serviettes de toilette en accrochant ce qu'ils peuvent en métal la nuit, parce que tellement ils ont peur qu'on vienne les frapper, les voler ou pire. Ah non, franchement, les CRA, c'est terrible. Et voilà. Et nous, on a fait d'ailleurs ce qu'on appelle des recommandations en urgence l'an dernier, en 2025, sur les CRA, après plusieurs visites, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire. Les recommandations en urgence, c'est la forme la plus grave que peut prendre nous. Et vous m'aviez posé une autre question, madame. Ah oui, alors voilà, il y avait un truc qui marchait, c'était le droit de vote par correspondance. Eh bien, il a été supprimé. Alors, il a été supprimé à la demande d'élus locaux qui craignaient, d'après leurs analyses, qui ont vu que certains partis étaient favorisés par les détenus et que ça faisait monter dans leur commune le vote. Alors, je vous le dis, c'est LFI et Rassemblement National. Hein? Oui. Non. Non. Ils ont dit ça fait... En fait, d'après les statistiques qu'on a, ça a fait monter les votes Rassemblement National et LFI. On ne veut plus que les détenus votent par correspondance dans nos communes. Donc, c'est devenu extrêmement compliqué. Et même, il y a un syndicat de directeurs de prison qui a protesté vigoureusement là-dessus, et nous aussi, mais... rien de ce qui améliore le sort des détenus n'est pris en compte actuellement. Voilà, c'est démago. Bonjour, merci pour votre intervention. Du coup, pour lutter contre la surpopulation carcérale, vous seriez plus pour des alternatives à la peine ou une prise en charge de soins pour certains qui en auraient besoin, et avec un suivi mobile ou à domicile? C'est une très bonne question, parce que dans notre groupe de travail, on a remarqué que, en fait, c'est le filet pénal s'étend. C'est-à-dire que, en même temps que les incarcérations sont énormes, qu'il y a 87 600 détenus, les alternatives avaient grimpé également. Et c'est pas que les alternatives, les condamnations à des alternatives, loin de faire baisser les incarcérations, se développent en même temps que les incarcérations. Donc, par exemple, il y a des tas d'alternatives, le bracelet, le sursis probatoire, le travail d'intérêt général, à quoi sont condamnés des gens qui, de toute façon, ne seraient pas allés en prison. Donc ça ne s'appelle plus une alternative, ça s'appelle une alternative à la liberté. Et voilà, donc je regrette que la France soit prise dans cette espèce de passion d'enfermer ou de punir. Pardon. Et pour les soins? Les soins? Oui. Quelle solution, vous, à domicile? Mais tant que les soins, tant qu'il y aura autant de monde en prison, pas assez de surveillants pour amener les détenus aux soins, et en plus des médecins des prisons qui commencent à ployer les chines sous le poids de leur boulot, parce que c'est dur, eh bien, écoutez, les gens attendent des mois d'être soignés. Quand il y a eu le Covid, on recevait plein de lettres de détenus qui nous disaient qu'ils se perçaient leurs abcès dentaires
avec, même pas pendant le Covid, hein, en temps normal, avec des aiguilles, des pointes, des trombones, je sais pas quoi. Alors je l'ai fait aussi, puisque moi, il m'est arrivé d'avoir le Covid et en même temps un abcès dentaire. Et je l'ai percé moi aussi. Et je me suis rendu compte de l'immense différence qu'il y avait entre les détenus et moi. C'est que moi, j'avais certes le Covid, certes, je me perçais l'abcès, certes, c'est peu agréable, mais moi, j'avais sous la main de l'alcool à 90 et je pouvais encore envoyer ou y aller avec un masque, en chercher en bas, mais pas les détenus. Et ils attendent, oui, des mois, les soins dentaires. Les extractions médicales, par exemple, traînent pendant des mois. Il y a une directrice de prison qui m'a dit qu'elle avait dû choisir dernièrement entre un cancer des testicules et une grossesse difficile pour une extraction, et que c'était un casse-tête, et que c'était horrible. Et tous les gens qui travaillent en prison vous le diront. Mais tout est anormal. Vous me demandez ce qu'on peut faire. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vider les prisons. Ah non, mais quand on est condamné chez soi, on a des horaires de sortie. Hein. Donc on peut aller chez le médecin. Et puis on peut appeler son conseiller d'insertion et de probation et dire bah voilà, là, je vais sortir en dehors de mes heures parce que j'ai un rendez-vous chez le docteur. Enfin. Oui. Bonsoir, je vous remercie pour la qualité de votre intervention. Vous nous avez expliqué dans vos propos que les peines de prison étaient plus longues, alors que vous nous avez dressé un tableau catastrophique des conditions de détention. Comment expliquez-vous justement que la justice est plus sévère? On a quand même conscience des conditions que vous nous avez dépeintes depuis tout à l'heure. Et une seconde micro-remarque, pourquoi on ne ferait pas sortir les détenus qui sont en fin de peine, ce qui libérerait des places Alors, déjà, il y a une politique d'aménagement de peine qui fait libérer des gens, mais nous, ce qu'on prône, c'est là, il y a tellement urgence, pourquoi on ne fait pas comme pendant le Covid, où des détenus ont été libérés à 1 mois, 2 mois de leur fin de peine. Ben, c'est stupide de ne pas le faire, mais parce que vous avez, en période, cette malheureuse, déjà qu'il y a une petite tendance dans la politique à se... Franchement, ça n'intéresse pas comme sujet. C'est un gros tort, hein, parce que ça a des répercussions sur toute la société, la façon dont on traite les gens qui sont enfermés. Bien sûr que la façon dont on les traite à l'intérieur rejaillira sur la façon dont ils se conduisent en dehors. Donc, c'est ça qui est énervant, c'est ça qui est rageant. Mais pourquoi on ne le fait pas? Nous, c'est ce qu'on s'est Poumon à le demander. Le groupe de travail qu'on a formé le demande également. Et c'est pas des angelots, ce groupe de travail. C'est pas... vous voyez, c'est des directeurs de prison, c'est des magistrats, c'est des tas d'associations, c'est des gens qui ont réfléchi à la chose, c'est pas des idiots gavés c'est ça qui est malheureux. Pourquoi on ne nous écoute pas? Pourquoi on n'écoute pas des professionnels qui savent à quel point c'est important ce qu'on leur dit, important que les choses changent. Et en plus, l'Allemagne, j'ajoute, a un taux de récidive bien inférieur au nôtre. Parce que nous, il est énorme. Et comme m'a écrit un détenu très rigolo, on vous coûte chacun 120 € par jour. Vous ne trouvez pas que c'est un peu cher pour fabriquer de la récidive? Eh bien, moi, j'ai trouvé ça super comme phrase. Et je la cite toujours parce que dans mon fort intérieur, je me dis, pourvu que ce détenu, il sache que je le cite tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, ça me ferait plaisir. Et pour vous dire encore, c'est que, c'est-à-dire, imaginez 120 € par jour, voyez un peu le loyer que ça fait. À 4 dans la cellule. Et des détenus à qui maintenant on va demander, enfin,
là, c'est un peu enterré. Mais j'ai assisté au débat affligeant en commission des lois sur faire payer les détenus leurs frais d'hébergement. Alors, on se demandait, à partir de combien de cafards tu as 10% de moins, à partir de combien de punaises de lit, à partir de combien dans la cellule. Enfin, voilà. J'ajoute que c'était déjà le cas jusqu'en 2003. Je crois que les détenus participaient à leurs frais d'hébergement, mais que ça a été jugé tellement compliqué à ramasser, à faire la collecte de cet argent, à la calculer, etc., que tout le monde a abandonné. Et en plus, ça dissuadait les détenus de travailler parce que c'était sur ce pécule du travail qu'étaient prélevés leurs frais d'hébergement. Et je vous donne, puisqu'on en est là, un truc que j'ai oublié de vous dire. Il y a un truc qui est particulièrement stupide. On demande aux détenus de rembourser les parties civiles, ce qui n'est pas stupide du tout, c'est normal, les victimes des préjudices qu'ils ont causés. Pour ça, il faut travailler. De même qu'il faut travailler pour obtenir des réductions de peine. Mais si vous n'avez pas accès au travail, comment vous faites? Donc, il y a des détenus qui nous écrivent, qui nous disent on m'a refusé mes réductions de peine parce que j'avais pas de travail. Mais moi, du travail, ça fait 1 an que j'en demande et que je suis inscrit et que j'en ai pas. Et parce que j'avais pas remboursé les parties civiles, mais je peux pas les rembourser puisque j'ai pas de travail. Et voilà. Bonsoir. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette intervention. Et donc j'ai une question par rapport au dysfonctionnement de l'ASE dont vous parliez tout à l'heure, et notamment du fait que la prison, on lui demande de tout régler. Et donc ma question est la suivante. Est-ce que pour vous, il y a un lien entre ces dysfonctionnements de l'ASE et la délinquance future des enfants qui ont été placés? Voilà. C'est pas que je fasse le lien dans ma tête toute seule, c'est que quand je vois que environ 50% des gens qu'on rencontre en cellule sortent de l'aide sociale à l'enfance ou l'ont connu, dans les centres éducatifs fermés également, pour les jeunes délinquants, les mineurs délinquants, on peut faire que le rapprochement. Il y a bien un problème. Donc oui, je fais le lien. Et comme je vous le disais, la prison ne peut pas, à elle seule, répondre à ce que l'aide sociale a raté. Mais a raté, d'autres ont raté avant. Hein. Mais l'aide sociale à l'enfance, c'est vrai que c'est un énorme marasme. Vous savez que c'est départemental, c'est très compliqué d'y toucher. Il y a des gens qui ont voulu la recentraliser alors qu'elle a été départementalisée. Mais les élus des départements ne veulent pas qu'on touche à l'aide sociale à l'enfance. Et l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est inscrit pourtant dans les droits universels de l'enfance, qui est quelque chose de très connu, ça, apparemment, c'est moins grave que le fait que ce soit les départements et les élus des départements qui doivent manager l'ASE. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Je trouve que c'est horrible. Et il y a des centres éducatifs fermés où j'ai vu des gosses hyper abîmés. L'un d'entre eux, je l'oublierai jamais. Il y en a comme ça je l'oublierai jamais. À 16-17 ans, avec son doudou, son pouce dans la bouche, serré contre son éducateur, et mort de trouille parce que les autres se foutaient de lui. Et qui vivait dans la voiture de ses parents, avec ses parents, jusqu'à ce qu'il commette des délits qui l'amènent dans ce centre éducatif fermé. Et jusque-là, tout le monde s'en était complètement foutu qu'ils vivent dans une voiture. Personne n'avait remarqué, quoi. Donc oui, le lien, il est fait même statistiquement. Hein. Si vous reprenez cette étude du Secours catholique et d'Emmaüs dont je vous parlais, prison dernier barreau de l'échelle sociale, qui est d'ailleurs une nouvelle étude est en cours des mêmes, vous verrez le ratio. J'ai rencontré un détenu qui sortait de pas mal d'années de prison. Il m'a dit, tu sais, de tous mes copains de l'aide sociale à l'enfance,
Le seul qui s'en est sorti, c'est moi. Et il était sorti depuis 2 ans de prison. Et j'espère de tout mon cœur qu'il va s'en sortir. Il va continuer de s'en sortir. Bien, merci madame. Je voudrais peut-être apporter un témoignage un peu plus optimiste. J'interviens à la maison d'arrêt de Carquefou que vous avez visitée. Donc, on a la chance, c'est vrai, à Nantes, d'avoir une maison d'arrêt à peu près correcte au niveau des locaux. C'est un système de partenariat public-privé. L'État n'est donc que locataire, le propriétaire, c'est Bouygues, et il est chargé d'entretenir régulièrement le bâtiment. Et c'est vrai que régulièrement, on voit que les peintures sont refaites, par exemple. Et quand on arrive, c'est quand même important de voir des murs propres. Le témoignage un peu optimiste que je voudrais apporter, c'est que quand je vais voir les détenus en cellule, et qui sont 3, j'ai rarement vu des cellules à 4. Je leur demande toujours, alors comment ça va? Vous arrivez à vous entendre, à vous organiser pour les programmes de télé, par exemple? Très souvent, ils me disent, oui, ça va. Quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, on le signale au surveillant et on peut changer de cellule. Je vois régulièrement un jeune homme de 22 ans qui a passé son bac et puis qui a fait une connerie et qui me dit « Eh bien, je suis bien content d'être arrivé là, finalement, parce que ça me fait réfléchir et je me dis que j'avais une mauvaise orientation scolaire après le bac qui ne me plaisait pas du tout. Donc, je suis allée faire des virées par-ci, par-là et puis, en effet, j'ai fait des conneries. En fait, je veux être boulanger. » Il a la chance de suivre la formation à la prison de CAP de boulanger. Il a une peine quand même de 5 ans, donc il n'est pas encore sorti. Et il me dit, de toute façon, à la sortie, je chercherai donc du travail en boulangerie. J'aimerais bien aller au Canada. C'est un jeune qui a une semaine hyper organisée. Tous les jours, il a quelque chose. Et donc, tout ça pour vous dire que je rends hommage à ces personnes détenues, finalement, qui, comme on dit dans un certain jargon, sont acteurs de leur détention. C'est vrai que beaucoup se découragent par les délais qui sont toujours très longs. On attend tout le temps en prison. Mais quand on veut, quand on veut vraiment s'en sortir, eh bien, il faut aussi interpeller, harceler presque les surveillants, les CPIP qui sont débordés, mais bon, qui viennent quand même voir les détenus. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu quand même nuancer, enfin, pas nuancer parce que là c'est quand même catastrophique, bien sûr, les conditions matérielles, mais il y a quand même des belles choses qui se passent en effet en détention. Ben oui, comme je sais bien qu'il y a de très belles choses qui se passent en détention, que beaucoup de gens donnent de leur temps pour les détenus. Mais le malheur, c'est qu'il y a trop de monde, voilà. Et vous dites, il faut harceler les surveillants. Oui, ça dépend des surveillants. Si vous emmerdez trop un surveillant, il y en a qui n'ont pas toujours... Enfin bon, bref. Ça dépend des gens. On est toujours bien accueillis quand on y va. C'est ce que je voulais vous dire. Vous? Oui. Oui. Bonsoir. Ça marche ou pas? Oui, ça fonctionne. Je rebondis sur le titre de la rencontre, le thème de la rencontre. La prison est-elle encore républicaine? Parfois, je me pose la question, j'ai l'impression que les Français sont pour le tout carcéral. Tu as fait une connerie, tu dois payer. En étant visiteuse, parfois on me dit, oui, bon, enfin, ils sont nourris, logés, blanchis, voilà. Moi, je connais plus la réalité. Et je me demande si nos politiques ne prennent pas des décisions pour faire plaisir aux Français. On ne fait rien, on les bride. Ou est-ce que vraiment c'est un sujet dont ils se fichent éperdument? Humainement, j'ai du mal à imaginer que tous n'en aient rien à faire et que la situation continue, se dégrade de plus en plus. C'est pas possible. Voilà, vous qui êtes au contact de ces politiques, peut-être vous avez un avis. Merci. Moi, j'y vois
deux manières de vous répondre, mais qui en fait se recoupent. Soit on est un peuple absolument qui a des idées complètement débiles, comme quoi plus on enferme, plus mieux c'est. Soit plutôt on est un peuple abondé par des discours très démagogues, qui flattent l'opinion. Moi, je leur en veux terriblement aux élus, parce qu'ils vont en prison, ils voient ce que c'est, et ils continuent à tenir ces discours que je trouve hyper répressifs. C'est rien, moi je trouve ça normal. Vous commettez un délit, bon, vous allez être puni, d'accord. D'abord, il n'y a pas que la prison. Toujours la référence, c'est la prison. Pour les élus, c'est toujours faut qu'il aille en prison, faut qu'il aille en prison. La prison, bon. Et je pense que les deux s'auto-alimentent, et en tout cas les élus tiennent des discours qui sont irresponsables totalement, bon, c'est ce que je pense, qui sont bêtes et qui sont méchants en plus, et qui sont tellement... et qui alimentent une partie de l'opinion qui se dit si mon député dit ça, c'est que ça doit être vrai. Et je vous assure que quand vous voyez d'autres pays, c'est pas ça du tout. Et je comprends pas. Je comprends pas la bêtise qui nous gouverne. Eh ben, ce sera, je crois, le mot de la fin. C'est bien comme mot de la fin. Je remercie beaucoup Madame Simoneau pour cet échange passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup pour ces échanges, pour votre venue à tous. Et pour finir, j'ai le plaisir de vous annoncer que la prochaine rencontre aura lieu le 7 avril et nous parlerons de justice fiscale avec Gabriel Zuckman. À bientôt. Bonne soirée.